Bonjour, oh là là, vous êtes nombreux cet après-midi au Café des Libraires et merci d'être avec nous pour découvrir le dernier livre édité en France par les auteurs, enfin, les livres édités des auteurs invités au Festival américain. Je vais y arriver. La fatigue commence à se faire sentir. On a encore 2 plateaux, il faut tenir le coup. Et je suis ravie, vous le savez, d'accueillir à chaque fois un libraire qui assure la présentation des livres et les interviews. Et aujourd'hui, j'accueille pour la première fois sur ce Café des Libraires Antoine Desbordes, qui travaille à la librairie 1000 pages de Vincennes. Donc vous pouvez retrouver facilement là-bas. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Et bienvenue sur ce plateau. Alors nous avons un très beau plateau, Geoffrey Eugénides, Richard Rousseau et Richard Powers. Et nous allons commencer tout de suite, comme tu l'as décidé, par Richard Powers, qui sera interprété par Elisa Burnham, que je salue. Elisa, qui est une habituée du Festival américain. La lecture sera assurée par Félix Bergeret. Et puis nous allons découvrir ce livre qui s'intitule L'Arbre Monde, un petit livre de poche, facile à transporter, qui s'intitule L'Arbre Monde et qui est paru aux éditions du Cherche Midi. Richard Powers est né à Evanston, dans l'Illinois. Après quelques années d'études de physique, il se tourne vers la littérature et devient un auteur reconnu aux États-Unis au début des années 90. Ses romans explorent la relation entre science, technologie et art. Je vais demander tout de suite à Antoine s'il veut bien nous faire c'est facile, hein, un petit résumé du livre. Oui, ça ne devrait pas être trop compliqué. Bonjour, merci. Richard Powers, bonjour. Alors, on pourrait qualifier votre nouveau roman de conte naturaliste. C'est un livre qui nous fait découvrir 9 personnages issus de milieux différents et a priori sans lien apparent, si ce n'est qu'ils ont tous été confrontés à un moment de leur vie à une expérience forte avec un arbre. De fait, sans forcément avoir une conscience poussée de l'écologie, ils sont tous plus ou moins concernés par le triste sort des arbres. Alors, ils sont d'abord présentés séparément, ils vont être ensuite réunis dans un récit choral, au schéma narratif ambitieux et original, d'une grande sensibilité et très romanesque, mais c'est également très politique. En effet, à l'heure où les États-Unis sortent des accords de Paris sur le climat, ou alors qu'ici le ministre de l'écologie démissionne impuissant face à sa tâche, votre livre invite à réfléchir à notre environnement et à en prendre conscience. Il s'interroge sur l'engagement écologique, sur la manière dont chacun peut prendre part au combat, et d'une certaine manière, il pose la question du pouvoir de l'écoterrorisme face à l'inertie politique et citoyenne. On en écoute tout de suite un extrait. Il s'agit du début du livre. Et c'est Félix Bergeret qui nous le lit. Au début, il n'y avait rien, et puis du tout. Alors, dans un parc dominant une ville occidentale, après le crépuscule, l'air déverse une pluie de messages. Une femme est assise par terre, adossée à un pin. L'écorce appuie contre son dos, aussi dur que la vie. Les aiguilles parfument l'air, et une force bourdonne dans le cœur du bois. Ses oreilles s'accordent aux fréquences les plus basses. L'arbre dit des choses en mots d'avant les mots. Il dit « Le soleil et l'eau sont des questions qui méritent sans fin des réponses. » Il dit « Une bonne réponse doit être réinventée bien des fois, à partir de rien. » Il dit « Chaque morceau de terre réclame une nouvelle façon de le saisir. Il y a plus de façons de se ramifier que n'en dessinera jamais un crayon de cèdre. Une chose peut voyager partout, rien qu'en restant immobile. » C'est exactement ce que fait la femme. Les signaux pleuvent autour d'elle comme des graines. La parole, ce soir, court à travers les champs. Les courbes des zones évoquent des catastrophes anciennes. Les épines des pâles fleurs du châtaignier d'Amérique secouent leur pollen. Bientôt, elles se mueront en fruits épineux. Les peupliers répètent les ragots du vent. Les plaques miniers et les noyers organisent leur corruption. Et les sorbiers leur grappe rouge sang. Les chênes véritables agitent des prophéties du temps qu'il fera. Les centaines d'espèces d'aubépins rient du nom unique qu'on les force à partager. Les lauriers soutiennent que même la mort ne mérite pas qu'on en perde le sommeil. Quelque chose dans le parfum de l'air ordonne à cette femme «
Ferme les yeux et pense au saule. Les pleurs que tu verras seront inexacts. Imagine une épine d'acacia. Rien dans ta pensée ne sera assez pointu. Qu'est-ce qui plane juste au-dessus de toi? Qu'est-ce qui flotte au-dessus de ta tête à cet instant, maintenant? Des arbres encore plus loin se joignent au cœur. Toutes tes façons de nous imaginer. Mangroves ensorcelées sur pilotis, la bêche inversée d'un muscadier, les trompes d'éléphants du baja noueux, le missile érigé d'un sale, ne sont jamais qu'amputations. Ton espèce ne nous voit jamais en entier. Vous en manquez la moitié, au moins. Il y en a toujours autant sous terre qu'au-dessus. C'est ça le problème avec les humains, à la racine de tout. La vie court à leur côté, inaperçue. Juste ici, juste à côté, créant l'humus, recyclant l'eau, échangeant des nutriments, façonnant le climat, construisant l'atmosphère, nourrissant, guérissant, abritant plus d'espèces vivantes que les humaines ne sauraient en compter. Un cœur de bois vivant chante aux oreilles de la femme. Si ton esprit était seulement un peu plus vert, nous te noierons de vérité. Le pain auquel elle s'adosse dit « Écoute, il faut que tu entendes ça. » Merci Félix, merci beaucoup. Félix qui fait partie du Conservatoire d'art dramatique de Vincennes et qui en fait partie en tant qu'étudiant avec comme professeur Laurent Ray qui nous a amené tous ses lecteurs cette année. Et ben voilà mon cher Antoine, c'est à toi de jouer maintenant, si j'ose dire. Alors on le sait ou on le découvre à la lecture de votre livre, du fait de l'action de l'homme en général et de la surexploitation du bois en particulier, la moitié des forêts de la planète a été détruite au cours du XXe siècle. La moitié de ce qu'il en reste aura disparu d'ici au siècle prochain. Concrètement, l'homme est en train de détruire sa propre planète. Je vous ai par moments senti un brin défaitiste dans votre livre. Pensez-vous que la cause soit perdue d'avance ou au contraire, qu'une somme d'initiatives telles que la vôtre, qui est finalement autant un acte citoyen qu'une œuvre littéraire, puisse encore sensibiliser la population, la mobiliser, pourquoi pas modifier la tendance? I'd like to say first that I think the pages that we heard were vastly improved by being changed into French. Pour commencer, permettez-moi de dire que les pages dont nous venons d'entendre la lecture se sont trouvées fortement améliorées du fait qu'elles étaient lues en français. And for that, actually, I have Serge Chauvin to thank, who worked a small miracle, I think, with a very demanding book. Et pour cela, bien sûr, je dois remercier Serge Chopin, qui est responsable de la traduction du livre. As for this question, what difference can taking action make? There is something in the nature of complex systems that makes it impossible for us ever to know what difference any action makes. And the smallest choices, as we see in the most magnificent stories, ripple outwards into completely unforeseen consequences. La question, il me semble, est de savoir quelle est la différence que nous pouvons apporter par le biais de nos actions. Mais c'est dans la nature même des systèmes complexes que nous ne puissions jamais savoir exactement en quoi nous pourrons changer les choses par nos actes. Et on le voit d'ailleurs, les plus petits choix qui sont faits, on le voit dans les œuvres d'art, les plus petits choix qui sont faits peuvent avoir des conséquences qui s'étendent au-delà de ce qu'on peut imaginer ou entrevoir. It's the nature of living systems that everything connects to everything else, and it's impossible to do a simple calculus to find out what happens if some small action isn't taking place. We know this, we know this in complex ecological niches where the removal of one small thing can ripple outwards into enormous catastrophic consequences.
C'est dans la nature même des systèmes complexes qui sont complètement interconnectés qu'il est impossible de faire un calcul simple qui permettrait de voir l'effet que pourrait avoir une simple action. Et on le voit bien avec les systèmes écologiques complexes, un tout petit changement peut avoir des conséquences énormes qui vont en se propageant et qui peuvent même être dévastatrices. So let me just conclude by saying quite simply, we know what the consequences of continuing to pretend that we are something exceptional and that the rest of the world is here only to be used as our resources. We know what the consequences of those actions are. Let's try something else. En conclusion, je dirais ceci. Nous savons quelles sont les conséquences qui pourront découler d'un comportement qui consiste à dire que nous sommes les êtres d'exception et nous avons le droit d'utiliser les ressources uniquement pour nous-mêmes. Donc, nous savons déjà quelles sont les conséquences de ce comportement. Alors, il faut essayer autre chose. J'aurais voulu vous interroger sur la structure de votre roman. Votre livre n'est pas composé d'une simple trame romanesque. Sa structure est originale et vraiment intéressante. Les parties, qui portent donc le nom de racines, troncs, cimes et graines, sont très différentes les unes des autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la structure du roman et sur la manière dont vous l'avez pensé et composé? I'll say first that I had no idea what I was doing when I started. And I thought, with this tremendous cast of characters, with 9 people, that the easiest way to keep things straight for the reader was simply to plunge forward in a chronological fashion, cross-cutting between the protagonists whenever some crucial biographical detail needed to come on stage. Alors pour commencer, je dois dire que je ne savais absolument pas ce que je faisais quand j'ai commencé. Et au départ, je me suis dit qu'avec un groupe, si je puis dire une distribution de 9 personnages, ce serait assez facile de simplement les suivre chronologiquement. C'est-à-dire en fonction de la nécessité du récit et de leur biographie, peut-être de faire des allers-retours entre eux. When I read my first draft, it was another humbling lesson in just how wrong the initial concept can be. It was a mess. I couldn't keep the 9 characters straight myself, and I had just lived with them for the last year and a half. Et lorsque j'ai lu mon premier projet de texte, ça a été une véritable leçon d'humilité, parce que moi-même, je n'arrivais pas à m'y retrouver entre mes personnages, alors que cela faisait 1 an et demi déjà que je vivais à leur côté. And when I had this idea that maybe the opposite of my initial intuition might be the case, if I separated out these backstories and allowed them each to occupy the full center stage for as long as they needed, creating in effect 8 different short stories, 2 of the characters share one, that it might produce a strange exposition for a long book, but produce, in another sense, a kind of tension, a kind of suspense in its own right. Where is this going? What do these separate short stories have to do with each other? I thought I bought a novel. Et donc, quand je me suis rendu compte, ou je me suis rendu à l'évidence que cette première intuition était complètement erronée et que je ne pouvais pas procéder ainsi, j'ai décidé d'inverser les choses et simplement de permettre à chacun des personnages d'avoir sa propre histoire. Et c'était en quelque sorte 8 nouvelles ou 9 nouvelles qui allaient se succéder les unes aux autres. Et chaque personnage aurait la possibilité d'être au centre de l'action aussi longtemps qu'il le faudrait pour ses besoins. Et puis bon, c'était une façon un petit peu étrange de procéder, mais ça a fini par créer une espèce de tension, un suspense dans le récit, parce qu'on finit par se demander, mais où va-t-on avec cela? And what I then discovered retroactively was that I had the possibility of the structure of an enormous tree, that I had 8 different roots that came together into a central trunk once the stories of these separate characters converged,
at the moment of their catastrophic action that sends them out into separate orbits. I had the branches of an enormous crown. And then at the very end, the seeds, the unforeseen consequences of their action, setting new stories in motion. Et puis, je me suis aperçue que j'avais en fait la possibilité d'une structure arborescente, c'est-à-dire les 8 personnages étaient les racines, qui allaient petit à petit, en faisant converger leurs histoires, nous donner le tronc central de l'arbre, et qui allait en fait culminer avec des actions catastrophiques dont qu'ils allaient commettre, et ces actions à leur tour allaient engendrer d'autres conséquences imprévues, et c'était là les graines. And finally, I wish I could take credit for this, but the reality is I discovered it almost despite myself. And I guess the moral there is that it's much better to be lucky than to be good. Alors j'aimerais pouvoir m'attribuer le mérite d'avoir trouvé cette structure, mais en fait ça s'est fait en quelque sorte en dépit de moi-même ou malgré moi-même. Et la morale de cette histoire, c'est tout simplement mieux vaut avoir un peu de chance que simplement faire les choses bien comme il faut. Eh ben voilà, c'est formidable comme chute. Merci. Alors, on a décidé de faire parler les Richard d'abord, si je comprends bien, mon cher Antoine, puisque nous allons passer tout de suite maintenant à Richard Rousseau. La lecture sera faite par François Charon et l'interprète, c'est Dominique Chevalier, notre interprète en chef, je vais y arriver. Voilà, celle qui s'occupe de... Du tout interprète en chef, non. Responsable, mais pas chef. Et donc, elle gère quand même 50, l'emploi du temps de 50 interprètes. Et c'est certainement pas très simple à faire. En tout cas, merci, ma chère Dominique, d'être avec nous pour ce livre. Alors, je sais que tu es une fan de Richard Rousseau. Dès qu'il vient au Festival américain, tu dis « c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Et là, on va parler du livre « À malin, malin et demi », paru chez Quai Voltaire en août 2017 et traduit par Jean Esque. Je ne sais pas comment on prononce, Esque. J'ai pas dit que Richard Rousseau est né aux États-Unis, qu'il a enseigné la littérature à l'université, que maintenant il se consacre à l'écriture. On a découvert plusieurs de ses livres ici. Il est notamment l'auteur du Déclin de l'Empire Whiting, qui lui a valu le prix Pulitzer. 2 de ses romans ont été adaptés à l'écran, Un homme presque parfait et Le déclin de l'Empire Whiting. Son dernier roman a reçu en France le Grand Prix de la littérature américaine en 2018. Et on va découvrir un petit peu de quoi il s'agit avec toi, si tu veux bien, Antoine. Merci. Richard Rousseau, bonjour. Alors effectivement, on ne vous reçoit pas aujourd'hui pour parler de votre dernier livre, Trajectoire, qui vient tout juste de paraître au Quai Voltaire, c'est un recueil de nouvelles. Aujourd'hui, on va revenir sur votre dernier roman, À malin, malin et demi. Alors ce livre est plus ou moins la suite d'un roman publié en 1993, Un homme presque parfait. Plus ou moins. En effet, on retourne pour 48 heures à North Bath, New Jersey, dans cette bourgade comme les États-Unis en compte tant, une ancienne cité industrielle, avec son cimetière, son troquet, sa police locale, ses rumeurs et ses secrets de polichinelle. Et là, on retrouve certains personnages des années plus tard, principalement Douglas et Sully, le shérif désabusé et le pilier de comptoir, tous deux en bout de course, embarqués bien malgré eux dans un véritable sac de nœuds de relations humaines houleuses. Votre roman, qui propose de nouveaux ressorts et qui peut donc totalement se lire indépendamment du précédent, est un sommet du pessimisme jovial. Pessimisme jovial, vraiment, c'est chouette. C'est une comédie de mœurs désopilante, loufoque et jubilatoire, peuplée de personnages perclus de défauts, pourtant touchants et tendres, qui sont à la fois totalement perdus et paradoxalement profondément ancrés dans leur société. Et c'est également une peinture sociale piquante et une réflexion sur le vivre ensemble aujourd'hui dans un environnement peu stimulant et totalement dénué de perspective. Allez, on en écoute un extrait avec François Charon. Le cimetière de Hilldale, à North Bath,
était traversée en plein milieu par une route à 2 voies goudronnées, ancien chemin pour charrettes à l'époque coloniale, qui séparait nettement les sections de Hill et de Dale. C'était à croire que les premiers et vigoureux habitants de la ville, à qui la mort n'était pourtant pas étrangère, avaient sous-estimé son ampleur et la surface nécessaire pour accueillir tous ceux qui succombaient aux rudes hivers, aux rencontres violentes avec des sauvages et aux maladies diverses. Ou bien était-ce au contraire la vie, leur propre fécondité qu'ils avaient mal évaluée? Paradoxalement, cela revenait au même. Le terrain situé à la périphérie de la ville était devenu trop petit, puis beaucoup trop petit, puis plein à craquer, et finalement, les morts avaient brisé les digues, se répandant sur la route désormais pavée, jusque dans les prés arides et au nouvel embranchement qui menait à la nationale. Quand et où s'arrêterait-il? Nul ne le savait. Bien que frappé par le fléau de la graphiose de l'orme dans les années 70, et plus récemment par une moisissure qui s'attaquait aux racines des arbres, les affaiblissait, les étouffait et provoquait sans prévenir l'affaissement du sol, la section de Hill, celle d'origine, demeurait ravissante. Et ces plantations d'âge mûr apportaient ombre et douce brise aux visiteurs. Le terrain, délicatement vallonné, et ses allées de gravier sinueuses offraient une sensation de naturel et de confort, et donnaient même l'impression que ceux qui reposaient sous ces tertres pittoresques, certains défunts étaient enterrés là depuis avant la guerre d'indépendance, avaient établi résidence ici par choix plutôt que par nécessité. On aurait pu croire qu'ils somnolaient paisiblement, sous les pierres tombales penchées qui évoquaient des bonnets portés de manière canaille. Sachant qu'ils risquaient de se réveiller dans un monde où le labeur était encore plus présent que dans celui qu'ils avaient quitté, pouvait-on leur reprocher d'arrêter la sonnerie du réveil pour se rendormir pendant encore un quart de siècle? Merci. Par Ah, c'est pas fini, pardon. contraste, Dale, plus récent, était aussi plat que le dessus d'une table en formica et aussi agréable esthétiquement. Ces allées pavées formaient un quadrillage. Les tombes les plus contemporaines paraissaient brûlées et à vif. Et la pelouse, surtout la partie la plus proche de la route, était un patchwork de jaunes palichons et de marrons excrémentiels. Les terres voisines, qui auraient dû accueillir le parc d'attractions de l'ultime évasion, étaient marécageuses et nauséabondes. Ces derniers temps, pendant les longues périodes de pluie, les eaux souterraines pestilentielles s'infiltraient sous la route, détrempaient le sol et entraînaient vers le bas de la colline les cercueils de ceux qui avaient été inhumés récemment. Après une bonne tempête, rien ne vous certifiait que la tombe sur laquelle vous veniez vous recueillir renfermait le même cercueil que la semaine précédente. Pardon, merci beaucoup. C'est vrai qu'il aurait été dommage de rater cette dernière phrase quand même. On y va, Antoine. Alors, on s'en rend compte à la lecture des premières pages. Le portrait que vous dressez de ces États-Unis provinciaux est tout sauf glamour. Dans votre roman, on est à des années-lumière du rêve américain. Les citoyens sont poissards, la vie est cafardeuse. C'était déjà le cas dans le premier volume du diptyque, c'est toujours le cas avec celui-ci. Pourtant, le temps a passé, vos personnages ont pris un coup de vieux, mais dans le fond, rien n'a changé. Pensez-vous que les bourgades comme North Bass sont condamnées à stagner, à rester au bord du chemin?
I hope so. One of the charms of my North Bath, as opposed to real places, is that they exist in my imagination, and I'm pretty happy with them. This particular novel is set right on the cusp of great change. We have computers already, but only a few people have cell phones. And I chose that particular period that way because it seemed to me that had I set the novel even 5 years later, everything would have changed. Everybody, even in North Bath, would have had a cell phone. And I just didn't want that world. I was kind of happy with the world of the first novel, and I didn't want to tinker with it an awful lot. Alors j'espère bien que, effectivement, ils sont condamnés à stagner. Un des charmes de North Bath, c'est que justement, ce n'est pas une ville qui existe, c'est une ville qui existe juste dans mon imagination. Et elle me convient bien comme ça, finalement. Et d'autre part, ça me permet aussi de la situer au moment où je le veux. Et l'histoire est située juste au bord d'un très grand changement. Je l'ai située à un moment où il y a déjà partout, il y a des ordinateurs, mais peu de gens ont d'ordinateurs. Et en tout cas, quasiment personne n'a de téléphone mobile. Si j'avais simplement situé mon histoire 5 ans plus tard, tout aurait complètement changé. Tout le monde, y compris un North Bath, aurait eu son smartphone. Et ça m'intéressait beaucoup moins à étudier. En tout cas, ils ont une télécommande de garage, hein, et elle est importante. Il y a une télécommande de garage, et elle est importante dans l'histoire. Est-ce que ça a été difficile de revenir à un travail entamé et achevé 20 ans plus tôt? No, but I thought it would be. I thought it would be very difficult. You know how you feel when you hear from an old friend who says, "Guess what? I'm going to be in town on Friday. Let's get together." And you think, I remember liking him or her, kind of. We even called each other best friends. We seem to have a lot in common, but geez, a lot of time has gone by, you know? The upside of this isn't really that great, and the downside is pretty awful. What if we don't have anything to say to each other? And I think that that's kind of what I was thinking about when I began this book. But as in real life, you know, here comes this person that you were pretty sure you didn't want to meet on Saturday, and he gets out of the car, and he offers up that big goofy smile that you used to like so much, and the years just evaporate, and you find yourself with someone that you once loved and discover that you still do. Eh bien, non, ça n'a pas été difficile, mais je m'attendais à ce que ce le soit. Vous savez ce qui se passe quand vous recevez un coup de fil de quelqu'un qui est un ancien très bon ami, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et puis qui vous dit « Tu sais quoi ? Je serai en ville vendredi prochain. Et si on se rencontrait samedi pour prendre un café ?» Et vous vous dites « Aïe, aïe, aïe !» C'est vrai qu'on s'entendait bien, c'est vrai qu'il y a même eu des moments où on a décrété qu'on était les meilleurs amis, mais c'était il y a des années. Qu'est-ce qui va se passer si on trouve absolument rien à se dire? Et puis finalement, pour ce livre, comme pour dans la vraie vie, on se retrouve le samedi, et puis il y a un type qu'on a connu il y a des années qui sort de la voiture, et il a toujours ce même grand sourire un peu bête, et on est tout de suite tellement content de le revoir, on se retrouve complètement béat devant lui, et les années tout d'un coup s'évaporent. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé, finalement, avec le livre aussi. Mais alors, dans ces cas-là, si vous aviez cette appréhension à revenir à cet endroit-là, dans la mesure où le roman n'est pas exactement une suite du précédent,
pourquoi n'avoir pas tout simplement changé si vous changiez les noms des personnages et le nom du village, vous auriez pu écrire un livre totalement indépendant du précédent. On les aime, ces personnages. I thought about it, believe me. But I came to understand as I wrote this, as I wrote this book, I came to understand what I was really doing. The book begins in the cemetery for a real reason, although I didn't know what that reason was at the time. This is, and actually there is later, midway through the novel, this isn't too much of a spoiler for those of you who haven't read it, but later in the novel there's an exhumation, a clandestine, middle of the night, unauthorized exhumation. But it begins in the cemetery, and there's an exhumation right in the middle of the book, because in a way that's what this book was for me. I was bringing Sully back to life, and Sully was one of the most wildly entertaining characters I've ever written, because he was based on one of the most wildly entertaining human beings I've ever met, who was my father. And resurrecting him again was like having his company all over again. I think I realized in writing the book just how much I had missed him through the years. And a strange thing had happened in those 23 years, too, was that a movie, a wonderful movie, Robert Benton's movie of this novel had come out. And Sully, my old man, was portrayed by Paul Newman in a part that won him, quite justly, I think, an Academy Award nomination. And Paul and I worked on 4 movies together. And I don't want to suggest that we were, intimate friends or great pals or anything like that, but he was a lovely, lovely man who really liked writers a lot, certainly not just me. But when it came time to write the book, and I resurrected Sully, I discovered that a strange thing had happened. I was resurrecting not only my father, but a friend, Paul Newman, who had worked on those other movies with me. And I also, by making Officer Raymer a character in the book, I also resurrected Philip Seymour Hoffman. So this book is a... Yeah, this book is up. Okay. They're all laughing because they think I will be able to. No, you don't know this woman. She's not gonna forget a thing. No, so I'll just say this was a resurrection on my part, this book. Donc vous m'avez demandé pourquoi j'ai pas complètement changé le livre. Croyez-moi, j'y ai beaucoup songé. Mais en fait, ce livre, il a une vraie raison d'être. Ça n'est pas un hasard s'il commence par une scène de cimetière, et ça n'est pas un spoiler terrible pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais au milieu du livre, il y a une exhumation clandestine, à minuit, vite fait et bien fait. Et donc cette exhumation, ce cimetière, cette exhumation, ça signifie quelque chose. Je suis revenue à mes personnages, en particulier à celui de Sully, pour une raison précise, c'est que ce personnage est un des personnages les plus drôles et les plus sympathiques sur lesquels j'ai déjà écrit. Et la raison, c'est qu'en réalité, je me suis fondée sur un des personnages les plus drôles et les plus sympathiques que j'ai jamais connus, à savoir mon père. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin, 23 ans plus tard, finalement, de ressusciter mon père. Et c'était une façon de le ressusciter que de rendre vie à Sully. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il se trouve que le premier livre, qui s'appelle Un homme presque parfait en français, donc a été tourné en film par Paul Benton, et que le personnage de Sully était interprété par personne de moins que Paul Newman. Et Paul Newman, qui a reçu une nomination bien méritée à l'Oscar pour le rôle qu'il tenait dans ce film. Nous avons collaboré
Paul et moi, sur 4 films. Je ne veux pas dire pour autant que nous étions intimes, ni que c'était un véritable ami, mais nous avons travaillé sur 4 films ensemble, et Dieu sait que c'était un homme intelligent, sympathique, et qui aimait beaucoup les écrivains. Et je me suis donc rendu compte de cette chose assez magnifique, c'est qu'en réécrivant sur Sally, non seulement je ressuscitais mon père, mais je ressuscitais aussi Paul Newman. Et en reprenant le personnage de Douglas, finalement, j'ai un peu ressuscité aussi Philip Seymour Hoffman. Donc voilà, c'était œuvre de résurrection. Mais en plus, bon, ce personnage... Ah oui, 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 oui. Elle est incroyable. Un peu plus de pression sur moi, c'est ça. Ouais. Elle est incroyable. Mais il faut dire, c'est vrai qu'on s'attache à ces personnages. Même nous, on est content nous lecteurs, on est content de les retrouver. Et juste un petit mot à propos de Douglas Remer, qu'on va retrouver, donc chef de la police à l'uniforme mal taillé, comme vous dites. Juste un petit exemple de comment on peut parler de choses tristes. Et le lecteur, il est pris d'une crise de fou rire, quoi. Becca, la femme de Douglas Remer, va mourir. Il va être d'ailleurs très affecté et très déprimé par cette mort. Mais voilà comment Richard Russo raconte cette mort. En fait, il faut savoir aussi qu'elle s'apprêtait à le quitter. Elle avait préparé ses valises et elle n'a pas eu le temps de partir. Becca se trouvait juste derrière la porte. Elle s'était dépêchée, manifestement. Le tapis du palier du premier étage, maintenant ramassé en tas au milieu de l'escalier, était certainement le coupable. Remer lui-même avait glissé dessus plusieurs fois. Becca l'avait chargé de trouver quelque chose pour le fixer, mais il oubliait sans cesse, et voilà le résultat. Son front était planté sur la dernière marche, ses cheveux masquaient son visage, ses genoux se trouvaient 2 marches plus haut, ses bras tendus derrière elle, et elle avait les fesses en l'air. On aurait dit qu'elle avait nagé le crawl de haut en bas de l'escalier et était morte d'épuisement avant d'arriver. À chaque fois que je relis, je peux pas. Je suis morte de rire. Et ben voilà, il y a plein d'endroits comme ça dans le livre où on rit beaucoup. C'est vrai, Antoine. Hein, c'est vraiment un livre très, très, très drôle. Bon, pardon, reprenons notre sérieux. Et merci. On va passer au livre suivant, celui de Geoffrey Eugénides, qui devait arriver très tard sur ce plateau et qui est très patient et qui nous a attendus. Il est interprété par Rachel Brévière et c'est Christine Mathéos qui va lire un extrait du livre. Le livre s'intitule « Des raisons de se plaindre ». Ce sont des nouvelles parues chez l'Olivier en septembre 2018 et traduites par Olivier Desparis. Geoffrey Eugénides est né à Détroit. Il a normalement écrit Virgin Suicide, adapté au cinéma par Sofia Coppola, et Middlesex, prix Pulitzer pour la fiction en 2003. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que racontent ces nouvelles Oui, avec plaisir. Geoffrey Eugénides, bonjour. Alors, votre nouveau livre est un recueil de vos nouvelles publiées dans la presse ces 30 dernières années, principalement dans le New Yorker, je crois. Alors, même si elles sont publiées dans différentes revues et sur 3 décennies, on y retrouve comme un fil rouge la savoureuse complexité humaine, tiraillée entre bons sentiments, rêves et ambitions, et mesquinerie, mauvaise foi et triste réalité. Vous mettez le doigt sur ces traits peu flatteurs qui nous caractérisent et qui nous glissent des bâtons dans les roues au quotidien. La lâcheté, la peur, l'envie, la colère. Alors vu comme ça, les sujets pourraient paraître sombres, mais grâce au décalage que vous insufflez par un langage imagé et des idées très fortes et très parlantes, ainsi que par un ton particulièrement caustique, vos nouvelles font toute preuve d'un humour acerbe imparable. Alors c'est un livre qui se moque volontiers de ces personnages en les renvoyant face à eux-mêmes, mais qui se moque aussi de notre époque et des États-Unis dont ils sont tous un pur produit. Oui. Pourtant, et c'est une des grandes finesses de votre livre, vous ne tombez jamais dans la méchanceté et vous faites partager au lecteur de la sympathie et une certaine tendresse envers vos personnages et également envers les situations qu'ils traversent. On peut d'ailleurs difficilement ne pas les comprendre. Bref, ce livre nous rappelle que vous avez un don pour exploiter de bonnes idées et un talent indéniable pour les raconter, et il nous prouve surtout que vous êtes aussi à l'aise avec la nouvelle qu'avec le roman. Eh ben, on va écouter un extrait de la première page du livre lu par Christine Mathéos. Dans l'allée, au volant de la voiture de location,
Cathy étouffe un gloussement en apercevant le panneau. Wyndham Falls, résidence senior, tout confort. On est loin de la description de Della. Apparaît ensuite le bâtiment. L'entrée principale n'est pas vilaine. Grande, tout en verre, avec des bancs blancs à l'extérieur. Elle donne une impression de netteté médicale. Au fond de la propriété, en revanche, les appartements côté jardin sont exigus et en piteux état. Leur mini-véranda ressemble à des enclos pour animaux. Derrière les fenêtres aux rideaux tirés et les portes dégradées par les intempéries, on devine des vies solitaires. Lorsqu'elle descend de voiture, l'air lui semble 5 degrés plus chaud qu'à l'aéroport ce matin-là, à Détroit. Le ciel de janvier est bleu, presque sans nuages. Aucun signe de la tempête de neige contre laquelle Clark l'avait mise en garde pour tenter de la convaincre de rester à la maison et de s'occuper de lui. « Pourquoi n'y vas-tu pas la semaine prochaine » a-t-il dit. « Elle ne va pas s'envoler. » Cathy approche de l'entrée quand elle se souvient du cadeau de Della et repart vers la voiture pour aller le chercher. En le sortant de sa valise, elle est à nouveau satisfaite de son travail d'emballage. Le papier écru, épais et moelleux, imite l'écorce de bouleau. Elle a fait 3 papeteries pour trouver quelque chose qui lui plaise. Et, au lieu d'y coller un affreux nœud de bolduc, elle a confectionné une guirlande à l'aide de ramilles prélevées sur son sapin de Noël qu'il s'apprêtait à mettre sur le trottoir. Le paquet a ainsi un aspect artisanal et naturel, telle une offrande pour une cérémonie amérindienne adressée non pas à un individu, mais à la terre. Ce qu'il contient n'a rien d'original, c'est ce que Cathy offre toujours à Della, un livre. Mais c'est plus que ça cette fois, une sorte de remède. Depuis son installation dans le Connecticut, Della se plaint de ne plus arriver à lire. J'ai un mal fou à me concentrer sur un livre ces derniers temps. Voilà comment elle le formule au téléphone. Elle ne précise pas pourquoi. Toutes deux savent très bien pourquoi. Merci, merci beaucoup. Antoine. Alors, à la lecture de votre livre, j'ai repensé à une citation d'André Gide qui dit « C'est avec les beaux sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature ». Et je me suis dit que vous aviez tout compris. Vous exploitez les mauvais sentiments, les travers de nos contemporains, les petites bassesses, et vous en faites de la très bonne littérature. Alors je me suis naturellement demandé, est-ce que vous pourriez faire de la belle littérature avec de beaux sentiments et des personnages exemplaires, ou est-ce que le beau sentiment est juste bien trop ennuyeux pour être exploité ? First of all, I wanted to thank you for acknowledging my patience sitting on the stage. I have enjoyed listening to it, but I also realized it's actually very difficult to slip off a stage. If you wanted to get away, it would be difficult under the lights. Et bon, je vous remercie d'avoir remarqué à quel point je suis patient. C'est vrai que ça fait 40 minutes que j'attends. En même temps, sous les projecteurs, c'est pas la façon la plus facile de s'éclipser de la scène. Fortunately, I did not want to. Je n'ai pas eu envie de faire. I'm saying this because I'm somewhat at a loss to answer your question. Je dis ça parce que je ne sais pas quoi répondre à votre question. Because it's a perceptive question that touches my work and probably fiction writing in general a little bit later in the process than I tend to analyze things. I'm not aware, for instance, that I'm beginning with a bad feeling or a good feeling. En fait, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que ce genre d'analyse sur le processus de l'écriture de la fiction, c'est quelque chose qui arrive plus tard dans le processus. Au départ, quand je commence à écrire, je ne sais pas si je pars de bons ou de mauvais sentiments. The stories in this book came to me in many different ways. Some of them out of difficulties in my own life, sometimes an anecdote someone told me. So I would be often launched on the narrative and involved with it before I had an opinion about the characters or their decisions. And to be perfectly honest, I'm often surprised
when people describe, especially my middle-aged male narrators, as somehow depressed or horrible creatures, since while I'm writing the story, I try to empathize with them and perhaps resemble them a little bit more than I wish. Et en fait, ces différentes nouvelles ont toutes une source d'inspiration différente. Certaines trouvent leur source d'inspiration dans les difficultés de ma vie personnelle, d'autres dans une anecdote ou l'autre que l'on m'a racontée. Donc, je me lance très souvent dans l'écriture avant même d'avoir une idée très arrêtée sur mes personnages, sur leurs décisions. Et pour être tout à fait franc, je m'aperçois toujours avec un petit peu de surprise que certains lecteurs voient les personnages d'âge moyen, notamment les hommes d'âge moyen dans mes nouvelles, comme étant des personnages horribles, dépravés, déprimés. Ça me choque toujours un petit peu parce que moi, ce que j'essaie de faire au moment où j'écris, c'est de leur témoigner de l'empathie et j'ai même l'impression qu'ils me ressemblent ou que je leur ressemble. But just to give an example of how I work in terms of the bit of the story that was just read, my mother was a great reader in her life and bequeathed to me a love of books and reading. But when she got to be an old woman, she had dementia and was no longer able to read. I tried to write a story about this from the point of view of an adult child of a parent who has dementia, and it occurred to me that I'd seen a lot of work like that, and it didn't seem very fresh to me. And then I started to think about my mother's life, and I decided to write about the part of her life that I knew the least about. I obviously knew what she was like as my mother, but I didn't know about her friendship that she had with a younger woman, a friendship that had been sustained largely through the reading of books. Et pour vous donner un exemple de mon travail, pour revenir sur le morceau qui a été lu, qui est la première page de la nouvelle qui s'appelle Les Râleuses, ma mère avait toujours été une très très grande lectrice, mais en vieillissant, quand elle s'est mise à souffrir de démence, elle ne pouvait plus lire. Et j'ai d'abord pensé à aborder cette question du point de vue de l'enfant, de son enfant devenu adulte que j'étais, mais je me suis soudain dit que j'avais déjà lu beaucoup d'histoires du même acabit. Et j'ai donc décidé d'aborder la question en traitant d'une partie de sa vie sur laquelle je connaissais très peu de choses, à savoir l'amitié qu'il avait liée pendant des années avec une femme plus jeune qu'elle, une amitié qui reposait sur leur amour commun de la lecture. And one day I was visiting my mother, and she had a book on her bookshelf that interested me, and I asked her what it was, and it was called Two Old Women, an Alaskan Tale of Betrayal and Survival. And she told me that it was her favorite book with her friend and that they read it every few years. And it tells the story of two old Inuit women in Alaska who are ostracized from their tribe, kicked out into the wilderness because they're old and they complain about their aches and pains, and the tribe needs to move on. And so they're left behind. And instead of dying in the wilderness as they're supposed to, they decide, we used to know how to survive as girls, we used to know how to hunt, we used to know how to fish. Let's remember these skills and see if we can make it through the winter. Alors, un jour où j'ai rendu visite à ma mère dans la maison de retraite où elle vivait, j'ai vu sur l'étagère un livre que je ne connaissais pas, qui s'appelait « Deux vieilles femmes, un conte inuit de trahison et de survie ». Et ma mère me dit « C'est mon livre préféré, c'est notre livre préféré, à mon ami et à moi. On le relit ensemble, à chaque fois à quelques années d'intervalle. » Et ça raconte l'histoire de deux femmes d'un certain âge, inuites, qui sont ostracisées, chassées du village parce qu'elles avancent un petit peu moins vite, parce qu'elles ont mal aux jambes, parce qu'elles ont mal aux bras. Et on les laisse derrière et elles se disent, plutôt que de mourir, comme toute la tribu l'attend de nous, on va survivre. On savait pêcher en tant que jeune fille, on savait chasser. Alors elles reprennent ces compétences et contre toute attente, elles survivent à l'hiver. My mother and her friend were not Inuit women who were ostracized by a tribe and kicked out into the wilderness. But they identified with those women, and I found that both touching and amusing. And I tried to write a story about this book and how they read it and how it was passed back and forth between them, and how in the end my mother's friend gave the book back to my mother to try to restart her brain and let her read something again, something familiar. That didn't actually happen. That was the invented part of the story. But that's how I will work, not with an idea of feelings or their appropriateness. I'll just find something that seems to suggest
a story, and that in terms of the short story, a short bit of time that will suggest an entire life, and that's how I will proceed. Et donc, ni ma femme, ni son amie, de toute évidence, n'étaient inuites, elle n'était pas non plus ostracisée, mais on sentait qu'elle s'identifiait vraiment avec ces femmes, et je trouvais ça à la fois émouvant et amusant. Et j'ai donc écrit cette histoire, cette nouvelle, autour de ce livre qui circule, qui va de l'une à l'autre, qu'elles relisent périodiquement, ensemble et séparément. Et je termine l'histoire par le fait que l'ami rend ce livre à ma mère, qui souffre déjà d'un début de démence, et qui le lui donne pour qu'elle se remette à lire en lisant un livre familier, un livre dans lequel elle va se reconnaître. Ça, c'est la partie invention. C'est pas comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie. Mais c'est simplement pour illustrer la manière dont je travaille, non pas en partant d'un sentiment, mais d'une source d'inspiration, et dans le cas spécifique de la nouvelle, d'une source d'inspiration qui est un moment qui va suffire à infuser une inspiration pour toute une vie. Là, l'histoire, elle est très touchante, effectivement, cette première histoire. Je me demandais quand même si Mauvais Espoir, c'était aussi autobiographique. L'autre histoire? No, fortunately not. Non, heureusement que Bast n'est pas inspiré de mon histoire. The story Baster came from an anecdote. It was written in 1995, and the premise of the story was a bit more shocking then. But I had a friend, a female friend, who was turning 40, had not found Mr. Right yet, and was thinking about seizing the means of production herself and using a sperm donor and having a baby without a husband. So that gave me an idea of my protagonist, and then I began writing the story from the point of view of a man who wishes to be one of the chosen sperm donors but has not been chosen. It's a story of evolutionary fight, struggle of the fittest, and he feels that he's not being deemed fit at all. Donc, pour ce qui concerne la nouvelle qui s'appelle Mauvais Espoir en français, c'est une nouvelle que j'ai écrite en 1995 sur la base d'une anecdote qu'on m'avait racontée. J'avais à l'époque une amie, une femme amie qui avait atteint 40 ans et qui n'avait toujours pas rencontré le bon partenaire et qui, plutôt que d'essayer de tomber enceinte de manière naturelle, s'était décidé à se tourner vers la donation de sperme. Et l'idée, c'est de là qu'est née l'idée des personnages, et j'ai décidé d'adopter la perspective d'un homme, d'un ex-petit ami de cette femme, qui lui aurait bien voulu être choisi dans la liste des donneurs potentiels, mais qui s'en trouve exclu. Donc c'est en fait une histoire qui raconte la lutte pour la survie et la manière dont dans la lutte pour l'évolution, c'est toujours le plus fort qui gagne, et de toute évidence, cet homme-là, il n'est pas parmi les shortlistés de l'affaire. Unlike Mr. Russo, I didn't have Paul Newman in the movie that was made from this story. It was made into a movie with Jennifer Aniston. But only the first third of the story, the first third of the movie was my story, and the narrator has to be an unattractive man, and I wanted Wally Shawn to play the part, and instead they got Jason Bateman, who is rather good-looking and charming. And I said, well, that doesn't really work. It has to be someone, funny-looking. And they said, well, we're going to make him neurotic, and we're going to make him wear a sweater vest, as though this would really render him unfit. And the problem was that I heard this on the phone, and I was wearing a sweater vest when they told me that. Alors, et moi, j'ai pas la chance de notre ami Luc Russo, à savoir que c'est pas Paul Newman qui a été choisi pour interpréter la nouvelle à l'écran. Par contre, le personnage principal féminin est interprété par Jennifer Aniston, mais c'est simplement le premier tiers du film qui constitue l'adaptation de ma nouvelle, parce que je voulais Wally Shawn dans le rôle du narrateur, parce que le narrateur doit être moche, soyons clairs. Ils ont choisi Jason Bateman, et moi, je me suis dit, ça va pas du tout marcher, il est trop beau gosse. Et donc, finalement, ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on va faire de lui un être totalement névrosé, qui porte un pull sans manche, pas du tout attirant, et il se trouve que ce jour-là, au téléphone, c'est ce que j'avais sur le dos. Alors, dans mon interprétation de votre livre, j'ai jamais eu le sentiment que les personnages étaient horribles, je pense juste qu'ils sont très humains.
Et c'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, on peut difficilement. Alors, on n'est pas obligé de se mettre à leur place, mais on ne peut pas ne pas les comprendre. Et alors, vous allez avoir l'impression que j'exploite ça jusqu'au bout, là, parce que, en fait, dans votre livre, qui se moque volontiers de ces personnages, se moque aussi de notre époque et des États-Unis. Je me demandais si, d'après vous, l'homme étant ce qu'il est, on pourrait retrouver de telles situations et de tels dérapages, quel que soit le lieu et l'époque, ou si c'est notre environnement et notre culture, en particulier la culture américaine, qui ne nous tire pas vers le haut et favorise de tels comportements bassement humains. Most of the stories are set in America and therefore, I'm sure, have their impetus in social, economic, and political conditions in the United States. I've found in my career that if you write as accurately as you can about the place you come from, you have the best chance of speaking to people who live in places far away from you. When you try to universalize and write about an everywhere sort of place, or take the details of a town or a city away, I think you end up in a kind of amorphous world where people don't recognize themselves. I've had the experience with my first book, The Virgin Suicides, writing about the suburb I grew up in, Grosse Pointe, right outside of Detroit. And I've had people in the Netherlands tell me that it's just like their little town. People are nosy all over the world. People are looking into people's windows in cities all across Europe and Asia. So I think you can be very specific and still be writing about things that don't only pertain to your home. Alors ces nouvelles, elles se passent toutes aux États-Unis, donc je suis sûre qu'elles ont leurs racines très fortement ancrées dans le terreau politique, économique et social des États-Unis. Mais si j'ai appris une chose dans ma carrière d'écrivain, c'est bien qu'il faut être aussi précis que possible quand on traite et quand on décrit le lieu où l'on situe son action, le lieu d'où l'on vient. Ça permet d'être mieux entendu et mieux compris ailleurs. Si on essaye d'être trop globalisant ou de trop uniformiser la description, du coup, c'est un no man's land, plus personne ne s'y reconnaît. Dans mon premier livre, Virgin Suicide, je situe l'action à Grosse Pointe, qui est la banlieue de Détroit où j'ai grandi. Et j'ai eu des gens qui m'ont appelé des Pays-Bas pour me dire que c'était exactement la même chose qui se passait dans leur petite ville des Pays-Bas. Les gens sont curieux partout, ils observent leurs voisins, ils regardent par les fenêtres, que ce soit en Europe ou en Asie. Donc j'ai vraiment compris que ça, c'était de la matière universelle. That said, there's a story in the book called Great Experiment, and the first line of that story is, if you're so smart, how come you're not rich? And the second line is, it was the city that wanted to know, Chicago. So that seems to me a very American statement where people will ask that. If you're so smart, how come you're not rich? It implies the kind of the adversarial relationship we have toward experts. Climate scientists, climate scientists aren't often rich. Why should I believe them? Perhaps I should vote for a president who seemingly has a lot of money. He must be smarter because he has the money. This is an American attitude, not unknown in other parts of the world, but particularly well expressed in the United States. Et l'une des nouvelles du livre s'appelle « Fondement nouveau » en français. Et dans « Fondement nouveau », on trouve cette question de dire « mais s'il est si intelligent, comment ça se fait qu'il ne soit pas riche ?» Et dans la ville où se situe cette nouvelle, c'est Chicago, les gens posent vraiment cette question. Et c'est peut-être ce qui explique qu'aux États-Unis, les gens ne prennent pas très au sérieux un certain nombre d'experts, notamment les experts du changement climatique. Parce que les experts du changement climatique, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc si vraiment ils étaient sérieux, ils ne seraient pas fauchés. Et c'est ce qui explique certainement pourquoi certains décident de voter pour un président qui est très très riche. Et comme il est très très riche, ça veut sûrement dire qu'il est très très intelligent. Et ça, on le voit un petit peu partout dans le monde, mais c'est particulièrement vrai des États-Unis aujourd'hui. En tout cas, lisez ce livre aussi, lisez toutes ces histoires, des raisons de se plaindre, paru aux éditions de l'Olivier, signé Geoffrey Eugénides, et un livre qui a été traduit par Olivier Desparis. Il y a des moments vraiment très très drôles dans ce livre aussi, comme dans celui de Richard Russo, qui est paru au Quai Voltaire, qui s'intitule « À Malin, Malin et demi ». Donc j'apprends qu'il y a un nouveau livre qui vient de sortir.
des nouvelles, un livre de nouvelles. Trajectoire, un recueil que de tu nouvelles qui vient de paraître nous chez as dit, Voltaire. Antoine. Ouais, ouais. Donc, à découvrir aussi, alors. Et puis alors, le gros livre superbe qui va être mon livre de chevet dans les jours à venir, Richard Powers, L'Arbre-Monde, paru aux éditions du Cherche Midi. Et ce livre qui a été trahi... Alors là, c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. J'ai trop honte. C'est affreux. Il a été traduit, Maët, par Serge Chauvin, dont j'ai souvent prononcé le nom d'ailleurs depuis le début de ces rencontres, parce qu'il a traduit plusieurs des auteurs présents sur ce plateau. Pardon pour cela. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.